Ravi de nous retrouver à ces rendez-vous de tous les dimanches sur la télévision du développement. Soyez-en rassurés, une rediffusion de ce numéro vous est consacrée chaque mardi à la même heure et sur la même chaîne. Cependant, souvenez-vous de l'âme du forum de médias contenu dans la trilogie fidélité, efficacité et régularité. En premier lieu, découvrons la composition du plateau de ces jours. Et nous partirons de la droite avec Jean Lokaka, cadre du PPRD. Et nous avons... C'est Mami Abongo, je suis analyste indépendante au service de mon pays. Et puis Aldarish Luboya, je suis le président de la Ligue des jeunes du Mouvement de libération du Congo, MLC. Président, Ligue des jeunes, MLC. Et enfin... Oui, moi c'est M. Baka Chabana, vice-président de la Chambre de commerce internationale et puis analyste et chercheur. Analyste et chercheur, Baka. À gauche, nous avons Maître Pati Joseph Lendo, un nom et une légende méritocrate. Méritocrate Lendo. Et puis Gandhi Kassende Bokabo, jurisconsulte et politiste. Et puis Ingénieur Kapangana, je suis fermier et agronome, mais je fais aussi le consultant en développement organisationnel et institutionnel. Je suis cadre de la société civile. Voilà. Kapangana, fermier et agronome au départ de formation. Le fermier, les pays en ont besoin. Et nous avons le professeur Bagandéja. Je me demande s'il faut le présenter, parce que plus de 80% des diplômés d'université connaissent Bagandéja. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que nous avons le professeur Bagandéja sur ce plateau. Voilà les sommaires. Depuis un certain temps, la ville de Kinshasa vit en émoi à cause de multiples faits traumatisants dont on ne sait comment ça va finir. La CENI, cette machine électorale, tourne-t-elle à plein régime ou serait-elle quelque peu grippée? Seuls les jours à venir nous diront quelque chose. Du 5 au 6 juillet, Kinshasa a abrité le forum économique qui a réuni la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Les travaux se sont clôturés au Palais du Peuple en présence des deux chefs d'État. Quant à celui de l'Afrique du Sud, qui s'est séjourné 48 heures en République à cet effet, il était accompagné d'une forte délégation gouvernementale. Professeur, que diriez-vous de la coopération sud-sud? Il s'agit de l'événement que nous venons de vivre. Il faut se réjouir de la coopération sud-sud. Dans ce monde devenu village planétaire, on a compris que la mondialisation a des effets pervers et qu'elle profite plus aux pays les plus industrialisés comparativement aux échanges qu'il y a entre les pays du Sud-Sud. C'est l'une des raisons qui justifie qu'on plaide plus pour des coopérations Sud-Sud. Il faut se réjouir de cette redynamisation des relations avec l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains étaient un peu déçus à la fin des années 2000 parce qu'il y avait une série d'actions qui avaient déjà été entreprises dans le cadre de renforcement du partenariat, et le Congo comptait beaucoup plus sur l'expérience sud-africaine, notamment en matière agricole, pour booster l'économie, parce que le développement économique ne se fait pas comme on l'entend au Congo à partir des minéraux et tout ça. Le développement, c'est l'agriculture. Et je suis content d'être à côté d'un fermier. L'Afrique du Sud s'est développée à la suite de la modernisation de
de l'agriculture. Et les grands fermiers que vous avez en Afrique du Sud étaient tous partis du Congo. Vous savez, vers les années 72-73, avec les mesures des aérianisations, tous les grands fermiers que vous aviez au Congo étaient partis du Congo vers le Zimbabwe, Afrique du Sud, et c'est l'expérience du Congo. Le Congo était un champ d'expérimentation et pour la métropole et pour les grandes économies de la région, et tous avaient migré vers l'Afrique du Sud, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une économie florissante parce qu'elle est basée sur la consommation des produits agricoles. Les Sud-Africains ont plus fait des réserves sur les concessions minières, ils préféraient aller prendre des minéraux ailleurs. C'est ainsi qu'en Afrique du Sud, on ne peut pas exploiter comme on l'exploite au Congo, les minéraux, tout le monde peut accéder. Donc ce sont des domaines réservés interdits, on n'y accède pas. Mais au Congo, on a commis des erreurs de libéraliser l'économie. Bon, chacun peut aller chercher des matières premières partout. Ce qui fait qu'on a détruit l'économie formelle pour encourager l'économie informelle. Alors, le retour vers l'économie formalisée ça prendra beaucoup de temps. Et je pense que nous pourrons, donc, dans le cadre de la diversification de l'économie, nous permettra de retrouver les standards. Vous voyez, on a des problèmes économiques au Congo, basés surtout sur tout ce qu'il y a comme problème de taux d'échange, des montées en puissance du dollar, etc. C'est parce que on importe tout, on importe des tomates, on importe des pommes de terre, on importe des bananes. Si vous allez dans les hôtels, tout ce qu'il y a comme consommation, oignons, etc., ça vient de l'extérieur. Ce qui est produit localement est distribué dans les conditions que vous connaissez. La qualité n'y est pas. Pourquoi dans les hôtels on ne prend pas des tomates qui viennent de Goma ou de Bandundu? On dit non, ça ne répond pas aux normes, les normes sont fixées par l'Union européenne, on importe des tomates. Et maintenant il y a un pays, parmi nos agresseurs, qui vendait même des tomates. Les tomates venaient du pays que vous connaissez, hein, qui nous agresse. Hein. Ça venait de là, maintenant ça fait Kigali, Brazzaville, et Brazzaville ça vient ici, mais si on veut vous détruire, on peut vous détruire par l'alimentation. Donc vous voyez, les problèmes sécuritaires ne sont pas seulement liés aux agressions dont on parle. Il y a des agressions beaucoup plus malignes. Les agressions malignes, c'est au niveau de l'alimentation. À un certain moment, on a parlé des empoisonnements par-ci, par-là. Mais l'agression aussi, c'est le mental. On a détruit le mental du Congolais. Il faut le reformater. Ce qui explique que les gens n'ont plus horreur d'agresser les autres, de tuer, de couper les têtes. Et tout ça, ça participe d'un calcul bien préparé depuis des années pour briser l'âme du Congolais. On a brisé l'âme du Congolais. Ensuite, comme on sait que les gens doivent avoir la nourriture pour manger, on a brisé aussi la capacité productive. Ce qui fait qu'au Congo, je peux dire que les gens ne travaillent pas. La production, on veut tout avoir gratuitement, on veut de l'aide, on ne veut pas faire un effort. Et tout ça, ça nous rattrape. Et je crois que avec le sérieux des Sud-Africains, vous savez, l'Afrique du Sud n'est pas un pays du tiers-monde. Hein. Donc, en fait, l'Afrique du Sud est aujourd'hui dans la deuxième économie de l'Afrique. Dans les pays émergents. Et cette émergence est réelle parce qu'il y a la capacité. Et je crois que dans tous les domaines, en diversifiant notre économie, dans l'agriculture, dans certains services, dans le tourisme, et c'est pourquoi les problèmes sécuritaires doivent être résolus. Ça va profiter au Congo et je crois que c'est la bonne voie. Il faut compter sur une grande puissance qui peut s'imposer. N'oubliez pas le rôle de l'Afrique du Sud pour la libération de tous ces pays de l'Afrique australe. Vous avez la Zambie, vous avez le Zimbabwe, vous avez l'Angola. L'Angola était la Namibie. Toutes ces économies se sont développées grâce aux capacités, à l'expérience sud-africaine qui peut profiter au Congo. Et je crois que c'est bien heureux. Et vous voyez, il y a un autre secteur important que
qui a été négligé pendant un temps. Les Sud-Africains étaient intéressés par l'électricité, parce qu'il y a un déficit en énergie électrique qui a commencé vers les années 2000, 99-2000, ce qui fait en Afrique du Sud, même quand on était dans les hôtels, on retraitait les eaux usées des hôtels pour pouvoir avoir le courant électrique. Donc ils avaient besoin de Inga. Ils voulaient investir dans Inga. Ils ont été bloqués doublement, bloqués par les grands qui ne voulaient pas qu'on produise l'énergie localement, notamment les pays occidentaux, qui n'ont pas voulu. Ils ont dit que ça pourrait contribuer à la dégradation de l'environnement. C'est les mêmes raisons qui ont été justifiées pour l'exploitation des minéraux, des hydrocarbures. Deuxièmement, c'est notre propre comportement. Les Sud-Africains apportent des capitaux. Quand ils apportent des capitaux, ils doivent traiter avec les administrations. On leur demande de 20-30%, alors que l'investissement, ce n'est pas de l'argent frais qu'on appelle. Et ils sont partis. C'est vraiment une très bonne chose qu'on revienne au bon sentiment avec les Sud-Africains. Mais il faut être prudent dans tout ce qu'on fait, dans les contrats qu'on signe. On ne va pas revenir sur les contrats qu'on signe parfois sans regarder qu'est-ce qui est contenu. Après, on se plaint. Voilà ce que je peux donner comme... oui. Alors, nous reconnaissons l'Afrique du Sud a une certaine avance par rapport à nous, la République démocratique du Congo. Quelles dispositions prendre afin que la coopération entre la République sud-africaine et la République démocratique du Congo profite de manière équitable à tous? Mais les dispositions à prendre, ça dépend de nos comportements. Quand vous signez des accords, vous voyez, tout ce que nous avons comme problème, c'est le fait que les gens ont signé les accords sans les lire, sans demander des conseils. Après, on commence à se plaindre. On vous oppose une disposition qui a été prévue dans le contrat. Vous n'allez pas dire que quand vous avez signé, vous dormiez. Non, il faut avoir des gens intelligents qui peuvent déjà entrevoir ce qu'il y a lieu de faire. Vous voyez, quand on signe des contrats comme ça, on voit la presse au Congo, les gens commencent à critiquer, ils n'ont pas lu, ils apprennent des gens. Or, développer un pays, c'est pas le court terme. On développe un pays avec des programmes à moyen et long terme. Mais au Congo, on a une autre habitude de la culture de l'immédiateté. Donc dès qu'on plante les maïs, on veut avoir les résultats 3 jours après. Et vous voyez, c'est dans les comportements des gens, vous voyez même dans la gestion, quand on vous donne une parcelle de pouvoir pour gérer un projet, le projet n'a pas encore commencé, on vous donne des fonds. Malheureusement, au Congo, on donne des fonds, la totalité avant, alors que les lois en matière de marché partout dans le monde, vous signez un contrat, par exemple pour la construction des routes, la programmation de paiement se fait dans le temps. Mais au Congo, quand on veut commencer un projet, on sort l'argent et il n'y a pas de contrôle, on utilise l'argent à la source et on ne peut plus suivre le mouvement. Cette culture-là, il faut qu'elle change. Elle ne peut changer que par l'application des lois pour les gens qui détournent des fonds publics, qui sont appelés au quartier des grands prêtres, je ne sais pas, des archipapes ou des bishops, etc., mais qui volent l'argent de la collectivité au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas, mais Jésus est content quand vous prenez, mais les conséquences, c'est ce que vous avez comme criminalité. La montée de la criminalité, c'est lié à la situation sociale des uns et des autres. Plus vous avez un pays où il y a un salaire minimum moyen qui est garanti, les gens sont poursuivis pour des crimes qu'ils commettent, etc. Et les crimes de sang, il faut appliquer la peine de mort. Je ne sais pas, au Congo, on vous a obnubilé pendant un temps, on a dit, bon, on suspend la peine de mort. Mais un pays où les gens sont des criminels nés, criminels de sang, vous dites, non, non, nous suspendons la peine de mort. Mais vous encouragez tous les délinquants. Et c'est que nous avons connu, pendant que nous étions en guerre, on dit, non, non, on suspend la peine de mort. Mais c'est ça qui a favorisé tous ces mouvements rebelles qui agressent, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être poursuivis. Et vous voyez même ceux qui ont été condamnés à des peines, etc., ils ne purgent pas des peines, ils sortent parce qu'il y a des libérations provisoires. Il faut qu'on mette un terme à ce désordre-là, et le seul moyen de le faire,
c'est par l'application des sanctions. Et en matière de détournement ou en matière de crimes de sang, il ne faut pas seulement poursuivre les criminels, mais il faut aussi poursuivre ceux qui ont favorisé ces criminels à se dégager des services de renseignement et des services judiciaires. Voilà, c'est un cri de cœur, parce que quand on est au loin, on voit au Congo comme les gens sont dans une espèce de parc comme ça. Bon, chacun fait ce qu'il veut, personne ne peut déranger l'autre. Quand on prend des lois, il y en a qui s'opposent et on doit négocier avec ces gens-là. Ça ne fait pas un État. Un État, c'est l'ordre. Vous n'êtes pas dans l'ordre, on vous écarte et on poursuit avec ceux qui sont dans la formalité. Ok. Alors, monsieur Baka, économiste que vous êtes. Oui, merci, monsieur Noël. Merci à tous les invités. Je crois que le professeur Bakan déjà a brossé déjà des grandes lignes. Moi, je voulais prendre plus l'aspect politique et sécuritaire vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Vous savez, si nous regardons le passé, nous allons voir que c'est par l'Afrique du Sud, en 2001, il y avait cette truc de Sun City, et c'est là où l'architecture actuelle de notre pays a tiré ses origines. Donc c'est là où le Congo a été dépiécé pour la deuxième fois, après la conférence de Berlin de 1885. Alors moi je dis qu'on doit être très prudent avec l'Afrique du Sud, extrêmement prudent. Parce qu'aujourd'hui, s'ils sont venus au Congo, parce qu'ils ont des problèmes économiques, et surtout des problèmes de l'énergie. On a suivi le président Ramaphosa en France, qui a martelé sur ces problèmes, et aussitôt terminé en France, il est venu chez nous au Congo pour résoudre le problème énergétique qui se pose en Afrique du Sud. Entre les États, il y a des rapports de force. Eux, ils sont déjà puissants, développés, ils sont venus chez nous avec les réalités que nous connaissons. Ils ont une longueur d'avance. Longueur d'avance. Et lorsque nous négocions avec quelqu'un qui est plus puissant que vous, nous risquerons de tomber comme ce qui s'est passé avec la Chine, le contrat chinois, où, en fin de compte, le Congo n'a vu que du feu. Le professeur a dit qu'il faut être prudent. Il faut être prudent. Je crois que les retombées, c'est d'abord, les études doivent être faites. Il faut des études sérieuses avec des personnes compétentes. Parce que quand eux, ils viennent, ils se sont préparés pour la cause. Et nous qui les recevons, qu'est-ce que nous avons prévu pour que dans ces accords, que nous puissions sortir gagnants ou 50-50. Donc il faut à l'interne. Ça, c'est un grand problème. Et j'espère que nos autorités vont tenir compte de toutes les erreurs du passé pour que cette fois-ci, nous puissions tirer profit. Parce que nous avons des matières premières. Eux, ils viennent, ils ont besoin. Mais qu'est-ce que nous mettons sur la table? C'est là où on a besoin des intelligences congolaises. Bon, ici, sur le plateau, on ne peut pas dévoiler toutes les stratégies, mais il faudrait que ces émissions, les décideurs puissent suivre ce genre d'émissions et consulter aussi. Nous qui sommes des Congolais, on n'est pas dans les affaires, mais on a les idées pour qu'ensemble, qu'on se mette autour d'une table. Ailleurs, ça s'est fait. Pour gérer le Congo, il ne faut pas gérer un pays, il ne faut pas seulement être dans le gouvernement. Les professeurs sont là, des experts sont là, des scientifiques. Tout, il faut consulter des gens capables de pouvoir apporter une pierre de contribution parce que c'est le Congo. Le Congo nous appartient tous. Le Congo n'appartient pas seulement aux hommes politiques. Ça appartient aux scientifiques, aux agriculteurs, aux économistes et à tout le monde. Donc je crois que nous devons réfléchir. Nous avons le coltan, nous avons l'or, nous avons les diamants, nous avons l'énergie. Effectivement. Mais qu'est-ce qui nous manque? Des capitaux. Mais celui qui apporte des capitaux frais, il va s'imposer sur la table. Et ils savent que le Congo est faible aujourd'hui. Ils savent. S'ils sont venus plus de 80, je ne sais pas, on a signé plus de 37 accords ou 38. Une trentaine. Ça dit qu'eux, ils sont préparés pour cela. Mais nous sommes apparemment faibles. Donc je crois que la faiblesse ne doit pas être une occasion pour que nous puissions brader les minéraux du Congo. Nous devons discuter à tête égale, nous allons nous, comme disent les Quinois, pour qu'on tire profit. Donc nous, on n'a pas vu le soubassement, donc ce sera trop prudent de pouvoir donner les chiffres, mais nous allons voir et nous allons suivre tous nos hommes politiques qui ont signé pour qu'ensemble, qu'on discute avec eux, qui nous démontrent noir sur blanc quel est l'intérêt du Congo dans ces accords. Alors, Adérich, économiste aussi que vous êtes, est-ce que
il y a possibilité que le Congo puisse décoller avec l'économie entre les mains des étrangers? Merci, directeur. Je vais vous répondre. Je pense que la situation telle que se présente aujourd'hui, nous sommes pratiquement c'était la 12e session de la grande commission mixte République sud-africaine et République démocratique du Congo. Une coopération qui est importante. On a parlé de coopération sud-sud parce qu'effectivement, l'intégration régionale, c'est vraiment un facteur très important pour que nous puissions survivre dans un contexte de mondialisation. Vous savez, toutes les grandes économies du monde font partie de certains blocs économiques, commerciaux et même financiers qui leur permettent de s'imposer à travers le monde. Nous faisons face au fait à déjà la communauté européenne avec l'Union européenne, nous avons les États-Unis d'Amérique, nous avons le grand bloc aussi asiatique, mais généralement les Africains vont à ces rendez-vous du donner et du recevoir de manière individuelle. C'est pour ça que nous sommes toujours écrasés. Et pour revenir au niveau de la coopération des deux pays, qu'il s'agisse des pays, on va dire, forts ou fortement industrialisés et des pays qui démarrent encore comme la RDC, je pense que tout est question d'avantages comparatifs. Quand vous pouvez avoir des positions différentes au moment des négociations ou en ce qui concerne les capacités que vous avez, vous pouvez toujours trouver le moyen de gagner l'un à l'autre. Et l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo et même les... Gagner l'un à l'autre, ça dépend de quoi? Oui, ce sont des avantages comparatifs, directeur. Vous avez l'Afrique du Sud qui est par exemple forte sur le plan industriel. C'est un pays fortement industrialisé. Nous avons une force, ce sont les matières premières, que l'Afrique du Sud n'a pas forcément. Et nous avons par exemple même l'énergie, si nous pouvons mettre l'énergie dans le cadre des matières premières, et même en ce qui concerne les secteurs alimentaires ou agricoles. Alors, l'Afrique du Sud aura pour sa part besoin de la fourniture en énergie, la fourniture en matières premières comme les différents minéraux. Vous savez que chez nous, ils sont dans les secteurs de l'or pratiquement au Grand Nord là-bas avec le groupe Kibali Gold Mines et aussi dans le Grand Katanga. Et donc, pour eux, ce sont les matières premières dont ils ont besoin. Mais nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'infrastructures, nous avons besoin d'investissements dans différents secteurs, y compris les secteurs agricoles. Nous avons, nous aussi, besoin de développer on va dire, ces secteurs-là qui nous permettra effectivement de décoller aussi. Alors, en termes d'avantages comparatifs, donc nous allons faire ce que nous savons faire le mieux pour le moment, c'est de produire ces matières premières, et eux, ce qu'ils savent faire pour le moment, ce qu'ils peuvent nous apporter, ce sont les infrastructures, ce sont les financements, et après chacun pourra en tirer, on va dire, une part, si on veut. Et je disais que cette coopération, vous savez l'histoire entre les Zaïre et l'Afrique du Sud. Les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont pas d'amis. Et ça, je voulais d'ailleurs le souligner ici, directeur, parce que vous savez, généralement, quand il s'agit de coopération, nous disons toujours qu'il faut faire attention avec tel pays parce qu'ils ne sont pas de bonne foi. Non, il n'y a pas de bonne foi entre États, il n'y a pas d'amitié à proprement parler. Ce sont les intérêts qui nous lient. Et l'enjeu aujourd'hui... Pensez-vous que nous savons ce que nous voulons? Moi, je pense que nous savons ce que nous voulons, mais peut-être que nous ne savons pas comment y parvenir. Pourquoi? Parce que, et c'est une question que vous aviez posée, comment faire pour tirer intérêt ou parti de cette coopération? On évoque parfois, vous savez, directeur, les problèmes liés au contrat chinois. Mais le contrat chinois en soi n'était pas mauvais. Qu'est-ce qui a été constaté après? C'est qu'il y avait des surfacturations qui étaient faites, avec la complicité de qui? Des Congolais. Il y avait mégestion, il y avait détournement. Et c'est dans le même contexte que nous allons nous retrouver parce que, bon, disons-le quand même, la coopération n'est pas seulement relative au secteur commercial ou économique. Il y a d'autres secteurs, hein, défense et sécurité, infrastructure, transport et tout ça. Et nous,
pour tirer le meilleur parti de cette coopération, c'est le sérieux que nous allons démontrer au fait qui va dire si nous maîtrisons le comment arriver au développement que nous voulons. Parce qu'il y aura des investissements dans le secteur des infrastructures, par exemple, transport et logistique. C'est dans notre manière de gérer la chose que nous allons pouvoir ressortir au fait notre capacité à tirer le meilleur parti de cette coopération. Moi, je pense que nous avons une relation de très longue date avec l'Afrique du Sud. D'ailleurs, le professeur a dit que l'Afrique du Sud avait aidé à libérer les Zimbabwe, la Zambie, la Namibie, l'Angola. Mais il faut aussi souligner que le Zaïre a aidé à libérer l'Afrique du Sud. Alors maintenant, nous sommes dans une situation où nous avons des potentialités. L'Afrique du Sud a des capacités. Il faudrait que nous puissions... parce que ce sont des choses qui ont été étudiées par des experts, hein, pour aussi quand même répondre à ce que disait M. Baka, c'est que c'est des choses qui ont été bien analysées, il y a des experts, les pays a des valeurs, on ne doit pas s'inquiéter pour ça, mais après, c'est l'application des principes de bonne gouvernance, comme l'avait dit le professeur tout à l'heure, qui feront que nous puissions tirer le meilleur parti de cette coopération. Ok. Alors, M. Kapangana, vous êtes fermier. De l'agriculture, il en était question. Et on parlait de plus de 3000 tracteurs pour l'agriculture. Plus de 3000 tracteurs. Est-ce que les fermiers, avant cette rencontre de l'Afrique avec l'Afrique du Sud, les fermiers ont été associés à cette affaire? Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, parce que je ne sais pas quel niveau de fermier ça a été, mais à mon niveau, je n'ai rien senti. Je suis très proche aussi du ministère de l'Agriculture, bon, mais je pense que les fermiers, ce n'est pas seulement notre niveau, encore bas, mais il y a, je pense, des niveaux assez... Et puis quand vous parlez des tracteurs, mais les tracteurs dans ce pays, ça sera quelle vague? C'est la 40e vague. Parce que des tracteurs sont déjà arrivés dans ce pays et nous savons qu'est-ce qu'on en a fait et à qui on a donné. Et puis, j'étais en Afrique du Sud et j'étais très content de me balader dans les fermes. J'aimais que mes enfants m'amènent dans des fermes parce que c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Et le fermier s'organise bien et c'est eux qui nourrissent tout le monde. Et là, vous mangez bio parce que ça vient, tout le monde sait d'où ça vient. Donc, de ce côté-là. Mais... qu'est-ce que nous pouvons attendre? C'est du sérieux des gens qui ont pu négocier. Je pense qu'ils ont quand même été sérieux, parce que qu'est-ce qu'on constate? Quand nous avons des négociations avec les autres, ils gagnent avec leur sérieux pendant que nous nous perdons parce que nous n'y avons pas le cœur. Quelquefois même, on va avec des dossiers à l'emporte-pièce, on n'a pas préparé, mais c'est une mission, il faut qu'on soit là, il faut que je sois là, tout ça, tout ça. Je ne cite pas le ministère. Il y a un ministre qui a débarqué en Europe parce qu'il allait à une conférence qu'il avait demandé à son secrétaire de préparer, enfin à un de ses directeurs de préparer, et le directeur a très bien préparé le dossier, mais la veille, il dit non, toi tu restes, c'est moi qui pars. Il prend le dossier, il l'amène chez lui, et puis maintenant, une fois il atterrit là-bas, il appelle le secrétaire, allez chez mon épouse, qu'il regarde partout, où est-ce que j'ai laissé les dossiers que toi tu avais préparés, tout ça. Des choses comme ça, ça arrive tout le temps. Donc c'est pour vous dire que, mettons du sérieux, les Africains du Sud, quand ils sont venus, ils sont très sérieux, ils savent qu'est-ce qu'ils cherchent. Nous devons aussi savoir qu'est-ce que nous trouvons et qu'est-ce que nous pouvons. Parce que chez nous, même quelqu'un a dit que chez nous, bon, on n'a pas de capitaux, nous produisons seulement les matières premières. Nous les produisons où? Dans quelle partie du pays nous produisons la matière première? Parce que dans c'est les étrangers qui produisent. Ce sont des étrangers qui produisent chez nous. Et nous nous contentons des redevances. Est-ce que les redevances peuvent faire le plein de notre marmite? Une année là, je crois que c'était ici au forum, moi j'avais fait tout un inventaire de tout, un budget, enfin le budget qui était passé pour voir qu'est-ce que le Congo avait gagné sur les mines. On n'est même pas arrivé à 1 milliard. C'était quelques millions,
Mais le plus grand, si on peut dire, mais c'était plutôt les guerres que les mines nous ont apportées. Donc c'est pour vous dire que si nous ne nous relevons pas pour être sérieux, ça va être un problème. Imaginez avec tout ce qui est en train de se passer au niveau du plateau, tout ça. On vous dira, posez des questions aux fermiers, ils vous diront ce qui est en train d'arriver. Mais il n'y a aucun fermier qui est approché pour dire, mais on a appris que chez toi là, on a tiré à bout portant sur les bêtes, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Votre ferme a été attaquée. Mais je vous l'ai dit, vandalisé. Donc c'est pour vous dire que il faut quand même que nous sachions qu'est-ce que nous cherchons. Parce que si nous ne le savons pas et que ce sont les autres qui doivent venir nous dire parce que c'est leurs intérêts, non, c'est très sérieux. Je prends par exemple l'histoire de du barrage. C'est notre barrage d'abord. Les autres peuvent venir, on va coopérer, tout ça. Mais nous-mêmes, nous mettons combien pour que ce barrage augmente en capacité pour que nous puissions vendre. Parce que celui qui viendra vous aider, vous risquez de ne même pas lui vendre, ça va devenir un problème. Nous-mêmes, est-ce que nous avons déjà mis 1 milliard de côté pour dire que c'est notre barrage? D'abord. Et on s'impose là-dessus. Mais il devient comme un bien que n'importe qui peut venir financer. Mais ça diminue aussi notre force. Donc, c'est dire que c'est très bien une coopération de ce genre. Et l'agriculture, franchement, du temps de ces colons dont vous parlez qui sont allés en Afrique du Sud, qui avaient des fermettes, il faut appeler ça fermettes, dans les villages. Dans nos milieux, il y avait des petites fermes partout, tenues par les Portugais, tenues par ceci, tout ça. Et moi, je me dis que même à cette époque-là, les villages étaient développés parce qu'un villageois, n'importe lequel, pouvait prendre un véhicule et se déplacer de chez lui, tout simplement parce qu'un véhicule est venu chercher des noix, est venu chercher du café dans son village. Et il pouvait se déplacer. Donc, c'est pour dire que reprenons l'agriculture et je pense que nous pouvons nous en sortir. Mais une note que je ne peux pas taire, c'est quand même du fait que le président Fachi, tout le monde le sait, est contre les négociations avec les M23. Parce qu'il considère que ce sont des... C'est l'armée rwandaise. Tout le monde le sait. Il est contre ça, il n'en veut pas. Et son homologue qui est venu le visiter aussi le sait. Il sait très bien que Fachi n'est pas pour les dialogues entre les choses. Le Rwanda et le Congo. Mais il vient ici et puis en public il en parle, il veut, nous sommes pour le dialogue avec, mais quand même, il pouvait lui dire ça au Palais de la Nation ou bien je ne sais pas où, pas quand même... un point de presse. Non, il ne pouvait pas le dire comme ça. Parce qu'il essaie... Oui, parce que finalement... Il connaît la position de son frère, de son ami, de son... Alors, il ne pouvait pas le dire comme ça pour dire que nous, en tout cas, le seul chemin, c'est le dialogue avec le M23. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, on s'est toujours posé la question ici. Nous sommes amis de qui? Nous faisons partie de la SADC. Nous faisons partie de la SADC, tout à fait. Est-ce que c'est ça qui peut permettre à ce que on marche toujours sur nous? Parce que, non, je crois qu'il y a quand même un problème. Nous nous sommes toujours posé la question ici, est-ce que le Congo a des amis? Le Congo comme pays, est-ce qu'il a des amis? Moi j'ai dit non. Plusieurs personnes nous ont conseillé de comprendre que le Congo n'a pas d'amis. Oui. Le Congo, Batman l'a dit, hein? Colette. Batman. C'est la championne de ça. Et même l'Américain, qui était l'ancien secrétaire d'État américain. Cohen. Mais monsieur le directeur, il y a un problème. Le Congo a des intérêts. Pour sauvegarder ses intérêts, le Congo doit apprendre à se défendre. Il ne faut pas avoir peur de faire la guerre pour protéger vos ressources. Alors, le grand problème au Congo, c'est que les gens, ils tergiversent un peu sur des questions aussi d'intérêt. Il n'y a pas à dialoguer. Les autres vont constater que vous avez la puissance nécessaire pour pouvoir résoudre le problème. Toutes les guerres dans le monde ne se terminent pas par les victoires d'un camp vers un autre. Ça se négocie. Alors, il faut comprendre le président sud-africain sur le plan diplomatique
Nous, on réfléchit avec le cœur, parce qu'on veut que ça se termine vite. Il ne peut pas venir pour dire non, j'appuie le Congo qui ne doit pas négocier. Il y a des accords qui ont été signés. Dans ces accords-là, on a prévu qu'il faut négocier. Mais on va négocier avec qui? On va négocier avec le pays qui agresse. C'est ça. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le langage diplomatique qui a été utilisé. Je sais que nous, c'est sentimentalement qu'on dit, ces gens-là nous agressent, mais ils sont là depuis longtemps. L'infiltration est totale à tous les niveaux. L'infiltration est mentale. L'infiltration est physique. Ça, on oublie. Hein. À tous ces niveaux-là, il faut voir comment on peut résoudre la question. Et c'est la détermination des autorités qui peut faire que les uns vont reculer. Et donc, il ne faut pas trop s'attaquer au langage qui a été utilisé. C'est un langage diplomatique. Il ne peut pas donner l'impression qu'il soutient totalement un camp vers un autre. On est dans un processus et j'espère que cela va aboutir. Mais si nous sommes sérieux, le président a dit qu'on a les capacités maintenant militaires. Nous n'avions pas d'armée. Si on a maintenant une armée qui est capable de résister et de riposter, en ce moment-là, on va vous respecter. Ok. Alors, Madame Abongo, vous disiez quoi? Merci beaucoup, M. Noël. Concernant la visite de M. Ramaphosa, moi je fais marche arrière. Vous savez, M. Noël, en 5 ans du mandat du président Félix Tshisekedi, le pays s'ouvre. Ça, c'est une très bonne chose. Nous avons signé des accords et des accords avec la Chine, avec la France, avec les Dubaï, les Émirats arabes. Nous avons signé avec la Zambie. Beaucoup de pays, nous avons signé des accords. Ce n'est pas mauvais. Et moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que nous, Congolais, en interne, nous comprenons la valeur que représente notre pays? Quand nous voyons beaucoup des chefs d'État défiler dans notre pays, c'est parce qu'ils connaissent la valeur du Congo. Est-ce que nous, Congolais, nous connaissons ce que nous représentons aux yeux des autres? Si nous connaissons vraiment la valeur de notre pays, ce que nous représentons vis-à-vis des autres, nous allons devenir sérieux. C'est-à-dire, lorsque nous signons ces accords, on ne doit pas les mettre dans les tiroirs et les oublier. Nous devons les mettre sur la table, savoir ce que nous voulons, ce que les autres aussi veulent. Concernant Inga, est-ce qu'on devrait attendre que M. Ramaphosa vienne ici poser le problème d'Inga? Nous-mêmes, Congolais, nous ne savions pas que nous avons besoin de ce barrage. Nous n'avons pas besoin d'électricité pour booster nos industries, pour booster le développement. Nous devions attendre Ramaphosa. Donc voilà que nous-mêmes, Congolais, nous sommes aussi un problème. C'est-à-dire, on ne prend pas en compte, c'est-à-dire, on ne prend pas conscience que nous avons des atouts, que nous devons travailler dur pour que ces atouts-là puissent revenir, puissent d'abord servir premièrement la République démocratique du Congo. Concernant l'agriculture, le prof l'a dit tout à l'heure, autrefois nous avions des agriculteurs, nous avions des fermiers qui sont partis après la zérémisation. Bon, le Congo a raté son décollage en 60, vers les années 72-73, il y avait une reprise de notre économie, les fermiers sont partis, mais Mobutu est déjà parti il y a plus de 20 ans. Où sont ces fermiers pour rentrer au pays et cultiver la terre? Parce qu'aujourd'hui, nous souffrons de faim, nous avons une carence en maïs. Nous allons acheter le maïs à l'étranger, alors que nous avons des terres fertiles. Ces fermiers ne pouvaient-ils pas revenir, leurs enfants, leurs descendants, venir cultiver la terre? Monsieur Lokaka nous a dit tout à l'heure, avant que l'émission commence, dans ton fief électoral, là où tu vas postuler, là, il n'y a pas des jeunes qui font l'agriculture. Les jeunes, ça donne plus à prendre des liqueurs fortes. Voyez comment nous abandonnons la terre, mais nous sommes toujours prêts à attendre que les autres viennent. On signe des accords avec eux sur le plan agriculture. On nous amène des tracteurs. Le gouvernement congolais est incapable d'acheter des tracteurs pour booster l'agriculture. Donc on devait attendre que l'Afrique du Sud nous amène 3 000 tracteurs, et c'est maintenant que nous allons commencer l'agriculture. Trouvez pas que c'est un peu ridicule de notre part? Donc nous devons prendre conscience. Les autres viendront bien sûr, mais nous-mêmes en interne, nous devons quand même amorcer des choses. L'Afrique du Sud autrefois,
c'est un pays, on appelle arc-en-ciel, multiracial. Il y a plusieurs races dedans. Vous avez des Africains, vous avez des Indiens, vous avez toutes sortes de personnes. Mais l'Afrique du Sud a connu l'apartheid. L'Afrique du Sud a connu des moments difficiles. Et aujourd'hui, on parle d'une Afrique du Sud émergente. Quel a été le secret? C'est le travail. Est-ce que nous ne pouvons pas nous mettre aussi au travail? Travailler la terre. Travailler ce que nous avons aujourd'hui. Je félicite le président quand il dit que nous devons commencer à traiter nos matières, nos minéraux ici, donner de la valeur ajoutée. Même si aujourd'hui on peut dire que le Congo a essayé de se rattraper, on a acheté des armes, on a acheté tout ce qui est aérien, tout ce qui est naval et autres, on se prépare. Il y aura un affrontement d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer à commander des armes et à faire en sorte que l'Afrique du Sud soit à nos côtés par rapport à l'Est. Voilà, ce tableau dressé, on a posé dès le départ le problème des négociations. Les négociations, on ne va pas comme on va négocier au marché. Ce n'est pas n'importe qui ici, au niveau international qui va négocier. Les négociations, c'est un apprentissage. Il y a des techniques, c'est une technique. On peut posséder la matière en tant que juriste, on peut posséder la matière en tant qu'économiste, mais quand on n'a pas appris, on n'est pas rompu aux techniques de négociation, malgré le bagage qu'on peut avoir, on verra que du flou. Et puis quand on va négocier souvent, pour ceux qui connaissent ce niveau international, comment les choses se passent, ça se passe aussi entre États. Mais les gens viennent avec des délégations. Le président sud-africain est venu avec une dizaine de ministres qui ont planché, qui ont travaillé nuit et jour. Ils viennent avec des pavés d'analyse des situations selon les cas. Mais nous, quand on va négocier en général, on a un personnel qui est réduit. Et dans le personnel réduit, on ne prend pas toujours le plus apte, le plus rompu en matière de négociation, dans les techniques de négociation ou dans les domaines dans lesquels on va négocier. On nous a donné, les familles nous a donné un exemple de leur ministère de l'Agriculture. Il y a des préalables. Mais les préalables, là, on n'a pas ici dans notre pays. Il faut qu'on règle ce problème des préalables. Non seulement avoir des techniciens, mais avoir aussi des techniciens, non seulement dans le domaine dans lequel on va négocier, des techniciens en matière de technique. Et il faut qu'il y ait des gens rompus dans ce domaine-là. Ce que je pouvais, moi, dire pour compléter les choses. D'un côté, il y a besoin d'énergie. Aujourd'hui, le Nigeria a damé le pion à l'Afrique du Sud, alors que jusque-là, c'était l'Afrique du Sud qui était en avant. Nous avons le problème, on ne peut pas se développer, on ne peut pas régler le problème de manière équilibrée, puisque l'Est est déstabilisé. Mais demain, on a besoin de stabiliser de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut savoir qui met quoi, etc. Et ils sont venus dans la négociation avec des cadeaux. Ça influe. Ils sont venus avec des cadeaux pour la République démocratique du Congo, notamment pour aider nos territoires en gestation aujourd'hui. Qu'est-ce que nous, en face, on a donné en échange? Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà ce que je pouvais, moi, rajouter. Donc, il faut revenir à former nos techniciens dans le domaine différent, à former aussi des gens rompus dans les techniques de négociation. On n'a pas beaucoup de jurisconsultes dans ce pays, vous savez. On a des juristes, mais en droit international, il y a très peu. Bon, j'ai fini. Ça, c'est le professeur peut répondre parce que c'est les doyens de la faculté. Elle peut répondre, il est là. Moi, Oui, bon, il y a deux précisions. Je crois qu'il n'y a pas de rectificatif. Je voulais seulement informer M. Kassende. J'ai été ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie. Donc, je ne parle pas comme ça en l'air. Et si je vous ai parlé de l'Afrique du Sud qui a aidé la Zambie, c'est bien avant même que la Zambie devienne indépendante. Parce que les présidents Thabo Mbeki, ils ont vécu en Afrique du Sud. Quand vous allez en Afrique du Sud, il y a une grande population zambienne qui pose même déjà un problème. Donc en matière de négociation, c'est quelque chose de complexe. Ce que vous dites sur les techniciens qu'il faut avoir dans des ministères, c'est vrai ce que vous dites, mais il y a un problème au Congo. Les ministères sont composés de quel cadre?
dans mon ministère, ce sont les cadres des partis politiques, des beaux-frères, des belles-sœurs, etc. Mais comment vous voulez traiter des dossiers si vous n'avez pas recouru à des gens qui doivent préparer les dossiers? Je crois on a cité un exemple des gens qui oublient les dossiers parce qu'ils doivent amener sa belle-sœur ou je ne sais pas qui en mission à l'extérieur. Ça se prépare. Je suis un arbitre international. J'ai assisté à beaucoup de négociations dans le cadre des contrats, etc., notamment dans la matière des hydrocarbures, etc. Nous avons des juristes congolais qui viennent pour plaider le cas du Congo. Mais les gens viennent sans dossier. Ils n'ont même pas écrit. Ils viennent d'abord ils viennent en retard. Et quand ils viennent, ils n'ont pas de dossier. Et en tant qu'arbitre, bon, je me dis, mais je suis quand même de ce pays-là. En coulisses, j'ai dit, mais monsieur, comment vous pouvez venir ici, vous n'avez pas de dossier, on vous a envoyé des documents bien avant. C'est ça le travail du Congo. On n'est pas sérieux dans ce qu'on fait. Et ça, nous devons apprendre s'il y a des faiblesses, on peut renforcer les capacités. Mais il faut que les gens acceptent qu'ils connaissent. Nous sommes un pays où tout le monde connaît dans tous les domaines. Chacun veut donner des explications, etc. Il y a des choses qui se font parfois... Moi, je vous dis que beaucoup de mes collaborateurs, je ne peux jamais signer un document sans le faire passer par mes collaborateurs, là, vérifier un peu, est-ce que j'ai oublié ça, etc. Mais est-ce que beaucoup de gens le font? Ils croient qu'ils connaissent tout. Or, il faut être humble dans la vie. Si nous avons cette humilité-là, nous pouvons faire quelque chose de mieux. Deuxième élément important, on ne doit pas tout justifier par, il y a la guerre à l'Est. Le Congo est vaste. Le Congo, c'est un grand pays. On ne peut pas développer, c'est bon, on ne va pas développer parce qu'on a des problèmes à l'Est. Mais vous avez le centre qui est vide, vous avez le Nord, il n'y a rien, les gens ne travaillent pas. Quand vous allez à... Moi, j'ai eu la chance d'aller à Mbandaka, tout ça partout, et... Moi, je connais bien le Congo, mais les gens ne travaillent pas. Les gens ne travaillent pas. Vous parlez des tracteurs. Ce ne sont pas les étrangers qui vont amener des tracteurs. Combien de tracteurs on a amenés ici que les gens, depuis la Deuxième République, on donne des tracteurs à des parlementaires, à des politiques. Bon, ils les vendent ici. Mais on a des tracteurs ici de Bukangalozo. Où est-ce qu'on a retrouvé ça? Hein? On a donné des tracteurs. Ils ont vous voyez que... Il y en a qui servent à transporter de l'eau. Mais qui a récupéré ces tracteurs-là? C'est des fonds publics. Hein? Pas de vrais bénéficiaires. Alors, comme on veut poursuivre des gens pour ces fonds-là, non, il a été... Mais quel est le pays au monde où on ne peut pas poursuivre une personnalité qui a volé? Congo démoniaque. Ça, il faut seulement être Congo démoniaque. Alors, maître Lendo, on vient de parler des juristes. Est-ce que les juristes savent défendre le pays? Ben, je ne sais pas de quelle école ils appartiennent. Moi, je suis de l'école de Maître Nimi, Maïdi Kangimbi. Je suis de l'école de Maître Kamanda. Tout à l'heure, je viens d'une longue discussion avec le professeur Vincent de Paul Lunda Bouloulou. Autant les églises, il y en a plusieurs. À chacun son Dieu. Moi, je suis Ngunza, Manianga. Donc voilà, et je suis fier de mon Dieu. Le problème n'est pas dans les juristes. J'aurais pu aussi dire la presse. Noël, quand on parle de vous, mais il faut voir la presse. Qui est presse dans ces pays? J'ai vu une loi qu'on a pondue parce qu'aujourd'hui au Congo, le mérite du ministre, c'est que chaque ministre ponde une loi. Loi sur l'aménagement du territoire. On est champion. Loi sur le... Mais non, c'est quoi ça, cette histoire de loi? Je regrette Noël. Mais je peux dire avec le professeur Bakandeja, Noël, vous êtes un grand. Non pas parce que vous appartenez à une composante. Ce n'est pas non plus parce que vous bénéficiez de l'avancée technologique qui permet à tout le monde de parler. Parce qu'il y a un micro, il y a un Internet, on devient journaliste. Non! Vous avez une histoire derrière vous. Et je dirais avec le professeur Bakandeja, nous avons eu la chance de passer par des Bakandeja. Ça, c'est une gloire, pour ne pas dire une gloriole que les autres, et dont les autres se prévalent. Mais Karl Ngombika nous disait, il faut être licencié, et non pas être juriste plutôt que d'être simple licencié. Au Congo, aujourd'hui, je vois le phénomène diplôme, la diplomanie. Tout le monde, le professeur l'a dit, tout le monde a un diplôme. Quand je vais à l'université Marien Ngouabi, je vois moins de gens
en études post-universitaires. Mais au Congo, ici, tout le monde est dans les DEA, DES, doctorat, docteur, et on colle des docteurs chaque week-end. On a des docteurs dans les universités, à commis docteur, professeur, Aldaris Lumboya. Mais non, c'est de la dégringolade de l'intelligence. Voyez-vous, donc de la même manière, pour le juriste, pour l'économiste, pour le pasteur, pour le politicien, pour tout le monde. Mais par là, le débat aurait dû être plus intelligent si nous abordions le problème fondamental. Le problème du Congo, Noël, je ne cesserai pas de le dire. Ce n'est pas un problème structurel. Ce n'est pas un problème institutionnel. Le problème du Congo, c'est un problème d'homme. Et vous l'avez évoqué. Est-ce l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Nous avons un système méritocraticide qui tue le meilleur. Il meurt le meilleur dans ces pays. Il ne faut pas être meilleur. Noël, aujourd'hui, quand on parle de vous, les petits là qui se font journalistes dans des choses que je ne suis pas, ils croient que vous êtes vous tous pareils. Je vous dis, les problèmes du Congo, c'est des problèmes d'hommes. Nous l'avons dit, nous ne cesserons de le répéter. La méritocratie, l'administration. Laissez-moi dire une chose en combattant des l'UDPS de l'époque. Vous savez pourquoi j'adulais tant le Sphinx, fait le président Tshisekedi? C'est pas parce qu'il s'appelait Tshisekedi, moi je suis l'Indo. Ah ben oui! Dans les hit parades, non, rien ne dit que Tshisekedi c'était mieux. Je ne pense pas. Mais Tshisekedi a su comprendre. Attends! Que pour affronter les grands défis de ces pays, il ne faut pas s'appuyer sur le politique. Il faut s'appuyer sur l'administration. Nous le savons nous tous. 22 ministres. Mais les secrétaires généraux étaient devenus de véritables patrons de l'administration. Nous conseillerons au président Tshisekedi, l'actuel, puisqu'ils ont le même sang. Quel est l'état de notre administration publique 5 ans après la gouvernance Fachi? Cette administration, elle est nulle part. Vous avez évoqué les thèmes par 30 accords, 37 accords. Je fais 2 années et demie comme conseiller aux affaires étrangères, du temps de Mouzé, bien sûr. Noël, si j'allais, on a ces accords avec l'Afrique du Sud. Si je vous amenais le lundi, on peut le faire, hein, par vertu démocratique. Lundi, on va avec vous. Bon, lundi, c'est très tôt. Vendredi prochain, je vous prends. On va avec vous à la direction Afrique des affaires étrangères pour chercher le soubassement de ces accords-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le président est venu de Chine. J'ai appris encore qu'on a signé des accords en Chine. Mais il y a une direction. Asie, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il m'arrive des fois, quand j'apprends, on a signé des accords avec la Tanzanie. J'appelle le directeur d'Afrique. Je connais tout ce monde. Directeur, je peux passer, moi je suis scientifique. Je vais voir l'accord là signé avec la Tanzanie. Oh, maître, il y a besoin qu'on apprenne. Je ne sais pas si vous comprenez ce dont je parle. Voyez-vous le problème? Non, laissez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. C'est ça le grand problème. La traçabilité gouvernante. On prend des décisions, on prend des lois, le ministère a signé la loi, a mis une loi sur je ne sais pas quoi. Tant mieux, nous, ça nous fait rire. Nous devons arriver à faire asseoir une administration. Nous étions au Brésil, discuter avec le Brésilien. Nous n'avions pas vu le ministre brésilien. Mais un directeur, un chef de bureau, on ne devait pas être chef de bureau n'importe comment. Mais ici, vous avez tout politisé. J'entends des politiciens dire, ici chez nous, vous venez, c'est vers le bureau petit bourgeois, mais c'est la fonction publique. C'est quoi ça? Ça, ce sont des incongruités dans la gouvernance de ces pays. Nous devions rentrer, Noël, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous devions rentrer à nous dépasser. Ambongo devient secrétaire général. En matière de tel dossier, c'est le directeur Gandhi qui est expert. Mais ici, il faut aller dans des administrations. Des experts tournent le pied. Pourtant, nous avons, de par la volonté de la Constitution, nous devons respecter la Constitution. L'administration est apolitique. Mais allez avec moi dans des ministères. Tel
quel directeur vous arbore le drapeau? AAP, autorité morale, maître parti. Mais c'est quoi ça? Dans une administration de l'État. Ok. Mais s'il ne le fait pas, comment on en ferait secrétaire général demain? C'est ça. Alors, vous voulez terminer les chapitres parce que nous avons encore un problème. Kinshasa avec ses problèmes, hein? On n'a pas encore abordé ça. Hein? Moi, je vous remercie. Je remercie tous les intervenants et je salue l'introduction du professeur Bakandija. Pour aller à ce que Maître Patti vient de dire. Le problème du sérieux au Congo serait un problème d'organisation. La science de l'organisation. Au niveau de l'État, c'est l'administration. Et en un mot, on manque un centre d'intelligence de sécurité. Je soulève ça à tout moment. Nous avons une agence nationale de renseignement. Mais nous n'avons pas un centre de sécurité et d'intelligence. Où il y a des gens intelligents dans plusieurs disciplines, ils font des analyses, professeur, à long, à moyen et à court terme. Et dans ce centre, vous avez le fichier de tout le monde. Qui veut parler, Maître Patilène? Il est d'où, fils de qui, marié à qui, il habite où? Il a fait quelles études, vous savez? Il avait traité le dossier là en 1999 avec Mouzé. Et ça rebondit avec le Sud-Africain en 2023 sous le président Tshisekedi. Peu importe qu'il a traité avec le président Laurent Désiré Kabila, il doit assister pour vérifier ce que... Le professeur Bakandija a parlé de l'économie, maintenant le ministre Kamere de l'économie, qu'est-ce que lui a signé? Il est expert pour voir que ça, c'est un mauvais document qu'on nous présente face. C'est question d'organisation. Et de là où l'intelligence revient, chaque centre de recherche doit être rattaché au niveau étatique. À quoi servent tous ces chercheurs? Le ministre de la Recherche scientifique, les centres de recherche. L'INERA Yangambi a produit les piscifères l'arabica pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. En contrepartie, la dette n'est pas payée. Qui poursuit ça? Donc ce problème de la recherche, à l'heure actuelle, c'est la science et la technologie. Alors, le pays a beaucoup formé. Je suis convaincu qu'ils sont meilleurs. Dans le vrai existe qu'à côté du faux. Mais nous pouvons avancer. Oui. Les Congolais sont intelligents. Mais ils ne sont pas utilisés par l'État. C'est le sérieux de l'État, de l'homme qui gère la collectivité à l'heure actuelle. Le pouvoir organisateur. Alors, s'il faut parler de l'économie, je le réserve. Les trois grands centres, zones économiques, où on appelait pôle de développement, Lubumbashi, Kisangani et Kinshasa. Bon, la zone économique de Kinshasa serait Maluku. Il faut observer comment les concessions et les résidences sont redistribuées dans la zone économique. Alors, pour quel avenir? Le professeur Dédia nous apprenait dans la zone économique de Kinshasa qu'il y a une industrie industrialisante. Je le réserve sur cette tautologie, c'est-à-dire une industrie qui serait avec une extension avec d'autres industries. Et cette industrie s'appelait Sidérurgie de Maluku, qui, par son fonctionnement, pouvait produire plusieurs industries. Et avec extension, c'est-à-dire une industrie qui peut s'installer pour produire le courant, mais qui aura besoin de centres de santé, qui aura besoin de fermes, parce que les gens qui vont travailler doivent manger. Et donc, alors, avec quelle intelligence pour avoir les industries industrialisantes? Il faut une planification, professeur, aidez-nous. Vous avez vu déjà un pays au XXIe siècle sans un plan de développement.
Parce que tout pose problème. C'est la notion du tout. L'eau a un problème, l'électricité, l'agriculture, le politique, le civisme patriotique. Tout pose problème en RDC. Mais ce pays, vous étiez en l'économie. Moi, j'ai appris que l'annualité budgétaire n'amène pas un pays au développement. La planification amène un pays à l'émergence. C'est-à-dire, après 5 ans, vous avez un niveau. Après 10 ans, ce pays a un niveau. Peu importe les dirigeants par élection. Bon, un grand pays de plus de 12 pays de l'Union européenne n'est pas planifié en aucun secteur. C'est avec ce petit budget, plus que le chiffre d'affaires de ce monsieur de WhatsApp et de Facebook. Le petit là de Facebook peut acheter le Congo. Parce que son chiffre d'affaires, le Congo, le chiffre d'affaires même de Manchester United est plus supérieur que le budget de la RDC. C'est paradoxe. Et puis, c'est un pays qui a plusieurs universitaires. Mais le chiffre d'affaires de Manchester, je me dis, je rêve ou comment? Attends, il faut une planification, professeur. On doit planifier le pays. Et c'est la science et la technologie. Les intelligences peuvent se regrouper pour planifier un pays. En identifiant les gens et les besoins. En identifiant les besoins. Vous identifiez d'abord les gens. On ne connaît pas le nombre des Congolais. Quelle planification des routes et des cités. Comment bâtir les villes. Ça, c'est la science et la technologie. Je crois qu'il y a un moment où on doit s'arrêter. Hein, un parti politique, moi et toi là, dans nos partis politiques, on fait la même chose. Le professeur Kanyinda disait c'est la communauté tribale. Il n'y a même pas de parti. Donc, nous deux là, comment on va se mettre ensemble pour planifier la société? Qu'est-ce que nous recherchons dans 10 ans, dans 20 ans? Bon. Moi, je pense que... Concrètement, vous dites... Il faut normaliser la vie publique. Normaliser la vie publique. Ok. Professeur Bakandeja, ancien ministre de l'économie, ministre du commerce, PCA à la Banque centrale. Dans la semaine qui vient de se terminer, une réunion de conjoncture s'est tenue. J'ai entendu le rapporteur de cette réunion dire que nous connaissons les problèmes d'évaluation de notre monnaie. Et ce n'est pas exceptionnel au Congo. C'est tous les pays qui en subissent. Pensez-vous que cette façon de voir serait la meilleure? Et puis, ce qui est encore plus grave, nous avons une monnaie qu'on appelle le franc congolais, qu'on appelle, cette réunion qualifie cette monnaie de monnaie locale. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, ça fait rire, mais c'est un problème sérieux. L'économie porte dans un pays sur quoi? Ça porte sur ce qui est produit, ce qui est vendu, ce qui est échangé. Donc ça porte sur un marché où il y a l'offre et la demande. Alors, il n'y a pas d'économie stable dans le monde. Ça, il faut que les gens se le disent. Les économies sont toujours en yo-yo basculant, etc. Il n'y a pas de stabilité totale. Donc, sur ce point-là, je peux vous dire que tous les pays connaissent des problèmes. Même des pays développés ont des problèmes d'inflation, de montée des prix. C'est lié à l'offre qui est peut-être insuffisante par rapport à la demande. Donc, c'est en ce sens-là qu'il faut poser le problème. Maintenant, la question de la monnaie locale. Chaque pays étant souverain a sa monnaie. Cette monnaie, elle est nationale. C'est pourquoi on dit monnaie ayant cours légal. Alors quand on dit qu'on a la monnaie locale, bon, ça ne se justifie pas. C'est la monnaie qui a cours légal en République démocratique du Congo, c'est le franc congolais. Si le franc congolais baisse, c'est qu'il y a des facteurs à la base de cette baisse.
Et c'est sur ces choses-là qu'il faut expliquer aux gens pourquoi ça baisse. Parce que nous sommes dans un système, aujourd'hui nous sommes dans ce qu'on appelle le système de change flottant. C'est-à-dire que la valeur de la monnaie est déterminée par l'offre et la demande. Dans ce système-là. Mais nous sommes dans un système un peu hybride. Parce que, bon, on n'est pas dans une économie normale qui fonctionne normalement. Les taux d'échange sont déterminés par une décision au niveau de l'équilibre qu'il faut trouver entre les besoins des entreprises, les besoins de vie des entreprises et l'offre qui est là, et la Banque centrale essaie d'arbitrer ça. On trouve un taux qui est un peu administré, c'est ce taux-là qui constitue le taux d'échange officiel. Alors, pour résoudre ces problèmes de l'économie nationale sur la détermination de la valeur du franc congolais par rapport au dollar, il faut maîtriser tout le système financier dans sa globalité. Quelle est la monnaie qui a cours légal? Est-ce que l'économie tient les statistiques en cette monnaie locale ou en monnaie étrangère? Instamment, il faut prendre la décision pour dire qu'il faut que toutes les comptabilités soient tenues en monnaie et en cours légal, c'est en monnaie en franc congolais. On peut l'imposer aux entreprises. Seulement, nous sommes faibles. Pourquoi? Qui détient les devises au Congo? Ceux qui détiennent les devises, ce sont des parasites. Ceux qui détiennent les devises, ce sont des gens qui ont la maîtrise de ces devises-là, parce que nous avons abandonné. Quand vous produisez et que vous vendez à l'extérieur, le produit de cette vente, c'est vous vendez en monnaie étrangère. Ce produit-là, ces créances-là, les devises, devraient normalement revenir à la Banque centrale du Congo. Mais ce n'est pas le cas au Congo. Ceux qui produisent vendent à l'extérieur, on ne connaît pas les quantités qui ont été vendues, on ne sait pas ce que ça rapporte. Même s'il faut prendre les entreprises minières, puisque l'économie est basée sur l'exploitation des minéraux et des hydrocarbures, ce qui est vendu à l'extérieur, d'abord on ne connaît pas les quantités. Quand ça vient, les opérateurs ont l'obligation de déclarer et de rapatrier une partie. Ils ne rapatrient pas. 60%, je crois. Ils ne rapatrient pas et ils donnent à l'État ce qu'on appelle une redevance de change. Mais la redevance de change est sur quelle quantité? Ça veut dire que nous produisons pour vous avez parlé des étrangers, ce sont les étrangers qui prennent des minéraux, qui vendent à l'extérieur, ça devient leur propriété, et l'État n'est plus propriétaire du sol et du sous-sol. Il y a des lois dans ce pays qui existent. Le sol et le sous-sol constituent la propriété inaliénable de l'État. Mais nous avons abandonné ça. C'est la loi Bakajika. Alors, quand vous avez aussi dans les mines, tout ça, on dit non, les produits miniers, ce sont les propriétés des investisseurs. Vous voyez que nous avons abandonné tout aux mains des étrangers. Ce sont les lois. Hein. Ces lois sont passées par les chambres législatives. Hein. On n'a pas coordonné pour avoir des codes qui sauvegardent les intérêts de l'État. Papilin doit parler là. Chaque ministre doit avoir une loi. Le ministre doit avoir sa loi. Les députés, chacun dans son coin, en proposition de loi pour fabriquer les maniocs, proposition de loi pour fabriquer ceci. Alors ça fait un peu de désordre. Et il y a le suivi là. Vous avez parlé de problèmes. Les services d'intelligence, tous les pays du monde ont des services d'intelligence. Dans ces services-là, qui travaillent là-bas? Ce sont les scientifiques, c'est coordonné dans tous les domaines, on sait. Il y a quelque chose que le président Tshisekedi a fait, je crois qu'il y a beaucoup de critiques là. Vous voyez cette histoire de carte d'identité. Vous avez l'identité. L'identité a des objectifs stratégiques. Plus vous avez les identités des personnes, plus vous pouvez maîtriser. Mais vous savez ce qui s'est passé en 1996, 97, quand il y a eu la guerre ici. Qu'est-ce que les agresseurs ont fait quand ils sont entrés? La première chose, ils sont allés à la présidence de la République, on a pris toutes les archives qui étaient là, on a amené les identités des Congolais. C'est pourquoi on demande maintenant aux gens, mais vous êtes de quel coin? Quel est votre territoire, vos grands-pères, vos grands-frères? Tout ça, ça a des dessins, et il y a moyen de reconstituer ça. C'est que j'informe les gens partout. Quand vous êtes en Belgique, il y a ce qu'on appelle le service national.
quand vous êtes enregistré dans le service national. Ce sont des répertoires. Vous avez oublié que à l'époque coloniale, qui enregistrait les naissances, c'est l'Église catholique qui enregistrait les naissances. C'est pourquoi on peut vous dire, il y a autant de catholiques, il y a autant de protestants. Ces archives-là sont à Rome. Jusqu'au moment où, au moment de l'indépendance, on décide, non, nous allons maintenant avoir les bourgmestres qu'on a fabriqués, qu'on commence à enregistrer. Et c'est tout ce que vous avez comme bourgmestres maintenant. Est-ce qu'ils connaissent les populations qui sont dans les communes, les bourgmestres que vous avez là? On a nommé des bourgmestres. Est-ce qu'ils connaissent qui habitent tel ou tel coin? On avait tenté de faire ça. De l'administration du territoire. Avec ce musée, il y a les comités de pouvoir populaire. L'objectif, c'était aussi comment enregistrer ceux qui habitent dans tel ou tel coin. C'était un début identitaire. Donc, comment on appelle le service ONIP, l'office là pour l'identification de la population, c'est ça qui va nous permettre de savoir qui est congolais, qui habite à tel endroit, qu'est-ce qu'on a fait dans tel coin. On peut le savoir en un jour. Pourquoi on poursuit, vous savez, à l'extérieur, on poursuit tel est allé dans telle commune. Mais nous avons des services de population dans les communes, mais on ne sait pas qui habite dans tel ou tel coin. Et tout ce que nous avons comme problème sécuritaire avec vos histoires de Mombondo et autres, tout ça, c'est parce qu'on ne peut pas identifier. Au moins, dans un quartier, dans chaque parcelle, le propriétaire de la parcelle devait savoir combien de gens habitent dans sa parcelle, qui fait quoi, et on peut orienter les choses. Donc, service d'intelligence, et ça existait, hein, à l'époque de Mobutu, ça existait, ce qu'on appelait les SNIP, Service national d'intelligence et tout ça, mais après, c'est le rôle que devrait jouer le CNS, le Comité national de sécurité, avoir des fichiers pour suivre dans tel domaine, voilà ce qu'on doit faire dans 10 ou 15 ou 20 ans. Vous avez parlé du problème de budget, ce qu'on appelle l'annualité budgétaire. Hein. On avait prévu d'introduire ce qu'on appelle les budgets programmes. Budget programme, ça veut dire que c'est des budgets qui vont être exécutés en 3, 4, 5, 6 ans. Mais ça ne sait pas ce qui se fait. Dans les budgets, il n'y a pas de budget programme. Parce qu'il n'y a pas de budget de développement. Les budgets qui sont adoptés au Congo, ce sont les budgets pour le fonctionnement des services et les émoluments de ceux qui gèrent ces institutions. Voilà un peu comment les choses... Il faut le dire un peu froidement parce qu'on croit qu'on est dans un théâtre, mais ce n'est pas du théâtre, c'est la réalité. Oui. Pas du théâtre, c'est la réalité. J'espère que personne ne pourra dire qu'on ne soulève pas des problèmes qui feraient que le pays demain puisse changer de physionomie. On ne dira pas ça. Ok, nous clôturons provisoirement ces dossiers et passons à un autre sujet. Il s'agit de Kinshasa et ses problèmes. Vous êtes là, en observant la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Faites-vous quel constat, Monsieur Loboya? Vous savez, j'ai souri parce que il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de rouler sur l'avenue Bokassa, oui. Et le constat pour moi, c'est que bon, la ville n'est pas gouvernée. Parce que sur le tronçon, vous avez au fait une représentation de tous les secteurs de la vie quotidienne d'un Quinois ou d'un Congolais, mais qui ne va pas du tout. Sécurité, salubrité, infrastructure, circulation routière, économie, tout, environnement, rien ne va. Rien ne va. Et parce que c'est aujourd'hui, vous savez, depuis hier ou avant, depuis hier je crois, nous savons ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée provinciale. Je sais qu'il s'agit d'une question interne à l'organisation de l'Assemblée provinciale, donc je ne vais pas rentrer dedans, mais je m'étais quand même posé une question sur l'importance des assemblées provinciales. L'importance au fait de notre organisation politique et administrative au niveau des provinces aujourd'hui.
Vous savez, directeur, que je venais de faire pratiquement une tournée dans 4 provinces du pays, donc le Lualaba, le Haut-Katanga, le Nord Kivu, le Sud Kivu. Nord Kivu, quand même, on a un semblant de quelque chose. En tout cas, je pense que c'est peut-être dû à l'influence des voisins. Mais partout ailleurs, on s'est dit clairement, on s'est posé la question si réellement la province est gouvernée. Et parlons de Kinshasa, est-ce que Kinshasa est vraiment gouvernée? Si nous avons des assemblées provinciales, quel est le réel rôle de ces assemblées? Parce que, a priori, c'est des assemblées qui freinent, je dirais même le fonctionnement de nos gouvernements provinciaux. Les gouverneurs sont occupés à régler d'abord le conflit avec les députés provinciaux et parfois sont obligés d'agir dans une certaine mesure pour protéger leur place ou leur pouvoir. Et pendant ces temps, on a très peu de temps pour se concentrer sur les problèmes réels de la société. Alors, pour Kinshasa, donc je disais, on a des problèmes dans tous les secteurs. Il y a très peu d'orientation politique qui soit donnée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que nous avons vraiment très peu connu de gouverneurs qui viennent et qui disent, moi par exemple, ma priorité, c'est que je vais résoudre tel problème de la ville. Et voici la solution que je vais appliquer. Et que pendant son mandat, il applique cette solution pour résoudre le problème de la communauté, de ses administrés, de ses concitoyens. En tout cas, rien n'est vraiment fait. Je pense que, et j'atterris directement dans les recommandations, je pense que nous devons être méthodiques. On a un problème de salubrité. Les solutions centralisées utilisées ne marchent pas du tout. Et dans le monde entier, moi dans les grandes villes où j'ai été, que ce soit en Europe ou dans d'autres continents, les systèmes de gestion des salubrités est décentralisé. C'est au niveau des municipalités qu'on gère ça. Et on fait participer les habitants. C'est-à-dire que les gens contribuent pour que ces services-là fonctionnent. On ne peut pas continuer. Vous savez, directeur, nous avons un problème. On ne peut pas continuer pendant 40 ans, 50 ans à faire la même chose qui ne marche pas, mais on continue à vouloir faire la même chose. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, hier, que les problèmes d'adduction d'eau, par exemple, au niveau des Salongo, jusqu'à aujourd'hui, plus de 40 ans après, on continue à mettre des bidons d'eau dans des véhicules, et surtout, vous savez, ce sont beaucoup de professeurs qui habitent là-bas. C'est des professeurs d'université, avec leurs véhicules pick-up, qui mettent des bidons d'eau pour ramener à la maison. Mais comment pendant 40 ans, on peut avoir les mêmes problèmes et ne pas pouvoir les résoudre? Pendant 40 ans, c'est toute une vie, hein? L'espérance de vie, c'est à combien? 45 ans. Donc, toute une vie, on a un problème et on n'arrive pas à trouver de solution. Le système a un peu marché, j'ai parlé de la salubrité, a un peu marché parce qu'il y avait un don de l'Union européenne. Mais quand on n'a plus le don de l'Union européenne, la province essaye de prendre sur ses épaules la gestion de la salubrité. Ça ne marche pas. Mais essayons d'échanger. Voyons un peu, pourquoi est-ce que la ville de Nyon, par exemple, en Suisse, ou pourquoi est-ce que l'email Brévannes en France est propre? Qu'est-ce qu'ils font pour que ce soit propre? Et qu'est-ce que nous ne faisons pas pour que ce soit propre? En matière de sécurité, pareil. Après, nous allons revenir sur la question de la police criminelle, sur l'agence des renseignements. Pourquoi est-ce que l'insécurité est en train d'aller crescendo? Et depuis, on ne voit aucune mesure, je reste au niveau de la ville, hein, on ne voit aucune mesure spécifique qui puisse nous aider à résorber le problème. Donc, parce que moi, ma seule recommandation, directeur, c'est que nous devons être méthodiques. On met le problème sur la table, on essaye de voir ce qui ne va pas, on regarde ce que les autres ont fait, best practice, comme on dit, qu'est-ce que les autres ont fait et comment nous pouvons résoudre le problème. Et avec beaucoup de responsabilités, on essaye de résoudre le problème. Capitale, Kinshasa. Quelle observation vous faites? Noël, vous savez, le rôle premier de l'autorité d'une ville, n'est-ce pas, c'est le maintien de l'ordre public. Et ici, les scientifiques s'accordent à décrypter l'ordre public comme étant
la sécurité publique, Kuluna, Wewa, Bakatiye, Balongoli Boye. 2. La tranquillité publique. Aux autant à livre nayo, voisins aux bêtes à musique que vous ne pouvez pas comprendre. Vous demandez, il est de telles composantes. Là aussi, la composante s'impose. Troisièmement, composante de l'ordre public, j'ai cité la sécurité publique, la tranquillité, la salubrité publique. Noël, dans cette ville, on commence à déverser de faux sceptiques sur la voie publique. En toute impunité. On m'a saisi sur Avenue Kivunda. Un monsieur a construit un immeuble avec l'argent qu'il saura justifier lui-même quand nous mourions. Eh bien, il jette tout ce qu'il y a des eaux usagées sur la voie publique. L'État existe. J'avais appelé à l'époque le président Godin-Poï. J'en ai parlé à 2 ministres provinciaux de la ville. Je ne voudrais pas croire que la solution a été trouvée parce que je n'ai pas trop chargé ma conscience. Eh bien, la dernière composante, c'est la moralité publique. Donc, pour apprécier si la ville est gérée, gouvernée, la province du Congo central, prenons les 4 piliers. Ça, c'est scientifique. Sécurité publique. Que le peuple que nous suit nous dise. Y a-t-il la sécurité publique à Kinshasa, au Congo central? Je ne dirai pas plus. Tranquillité publique. Y en a-t-elle au Congo central, à Kinshasa? Je n'en dirai pas. La salubrité, je vais vous donner des éléments. La moralité publique, dernière composante. Ça, c'est une notion que la jurisprudence a admise dans la notion de l'ordre public. La moralité publique, Noël. Vous savez, je ne sors plus avec mes enfants le jour. Très souvent, comme je le faisais dans les temps, très souvent c'est le soir. Vous mettez vos enfants dans le véhicule, vous baladez dans la ville. Mais vous êtes avec vos enfants, société africaine. Vous arrivez au niveau 2, rond-point, ici, grand place ici, qui tombe au magasin. Un véhicule chargé, militaire confondu, policier confondu. Mais il vous débite des insanités morales. Il vous débite des insanités morales. Vous avez honte d'être parent à ce moment-là. Vous parlez de la presse. Bon, je vous le concède. Moi, je suis sévère dans mes jugements. Noël, aujourd'hui, nous avons l'Internet. Ces phénomènes ici que nous voyons. Mais nos enfants, heureusement, bon, Dieu merci, et en tout cas, les miens sont encore en dehors du pays, Dieu merci, mais c'est grave, Noël. Mais à la presse, on dit des choses impossibles. J'ai dit que nous sommes une civilisation bantoue. Nous avons encore ce qu'on disait quand nous grandîmes, Maman alobi makambwasoni. Il n'y a plus de makambwasoni. L'autorité urbaine n'en dit rien. Voyez-vous? Donc voilà, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la tranquillité, sur le plan de la salubrité, sur le plan de la moralité publique, alors je me demande pourquoi avoir des autorités au niveau de nos provinces et au niveau de nos villes. Ok, M. Kapangana, votre observation sur la capitale de la République démocratique du Congo. Laquelle? Tout ce que les amis viennent de dire, on sent que Kinshasa, qui tente à récupérer sa qualification de Kinshasa Label, échoue toujours. Et ça n'arrive pas. À part, on a parlé du gouvernement provincial. Moi-même, je me suis posé la question, parce qu'il y en a maintenant, il y en a 26. Il y a 26 gouvernements provinciaux. Je ne sens pas. Qu'est-ce que ça fait? Et puis à Kinshasa, est-ce que Kinshasa est géré? Mais nous vivons dans la capitale, donc nous sommes dans les parcelles. Mais quelquefois, avant d'arriver dans votre parcelle, vous êtes déjà démoralisé en route ici, alors que chez vous, vous devez aller chercher la tranquillité. Donc, il y a un problème. Alors, maintenant, face à une ville que les amis viennent de décrire, s'il faut sanctionner, il faut sanctionner qui? C'est là la question que je peux me poser. Qui il faut sanctionner? Le tandem, gouverneur, président, c'est le tandem, non? Oui. Président de l'Assemblée et son gouverneur.
s'il faut sanctionner... Il faut sanctionner le peuple qui élit. Alors, maintenant, je me dis, il y a près de 2 ans et demi, et nous avons reçu le président de l'Assemblée ici. Et il nous a démontré qu'il avait raison de pouvoir prendre la place du gouvernement. Il parlait de l'article 40, je ne sais pas de quelle loi là, pour dire qu'il doit parler du gouverneur parce que c'est son devoir, c'est son travail, tout ça. Mais son travail aussi, c'était de contrôler le gouverneur. Pourquoi la ville devient comme ça? Qu'est-ce que le gouverneur fait avec l'argent de la ville? C'était aussi son travail. Au-delà de ses 15 diplômes. Donc, c'est ça c'est ce qu'il est venu nous dire ici. Parce qu'on a osé parler de lui, je ne sais pas dans quelle émission. Alors, moi, je me dis, maintenant, ce qui vient d'arriver là, les députés provinciaux, 34, parmi eux, pensent que le président est fautif, ils le chassent. Est-ce que c'est fini? Et le gouverneur? Donc, moi je me dis, il y a quand même un flou, quelque chose qui ne va pas. Donc, en principe, s'il y a sanction, et si les députés sont justes, à moins qu'ils se retrouvent dans un autre, je ne sais pas, dans un autre monde, mais s'ils vivent dans cette ville de Kinshasa, telle qu'elle est gérée, bien sûr, il y a quand même des actions d'éclat, comme on veut bien les montrer, mais le fond du problème, c'est que Kinshasa, franchement, on se demande si c'est géré. Et moi, je l'ai toujours dit ici, est-ce que c'est sa faute? Peut-être oui, mais nous avons dépassé 3 cycles d'élections qui s'arrêtent toujours au niveau de province. Personne ne fait un effort pour pouvoir dire au niveau... Mais sur l'élection, on reviendra. Donc on reviendra. Peut-être qu'il faudra voir... Rapidement... La salle est tellement pleine de nouvelles intelligences, c'est difficile de prendre la parole, de parler. Vous savez, M. Noël, moi quand je me promène, j'ai ma poubelle dans mes poches, hein, j'ai des paperasses ici, je ne sais même pas où j'étais ça. Parce que je viens d'une société où tout est propre. Alors je me dis que nous sommes les reflets de ce qui est dans notre cerveau. Et l'échec, il est collectif. Parce qu'on est devenu insensible à tout ce que nous voyons autour de nous. Même les ministres, ils sont dans la boue, ils sont tranquilles dans leur jeep. Et tout le monde trouve ça, c'est normal. Et je crois que c'est une crise collective et on doit trouver des solutions collectives. Travaillons sur la jeunesse, sur l'éducation, pour pouvoir rendre notre ville meilleure. Je m'arrête là. Ok. Vous dites, nous sommes devenus insensibles. Vous savez, vous venez de parler de ministre. Vous savez, quand vous voyez un ministre dans sa jeep, il ne regarde pas hein, l'extérieur. Hein. Le ministre est au téléphone. Hein. Quand on est ministre, c'est la première arrivée. Le ministre est au téléphone. J'ai vu, je prends le cas à Lemba, à l'échangeur. Un poteau électrique est tombé sur la route. Et ça fait 2 mois, ce poteau est resté là. Sur la route. Là, il faut prier. Mais vous ne voyez pas les tracasseries routières. Voilà. Le ministre passe, il voit ça, non? Les talibans. Nous pensons que Kinshasa et ses problèmes, ce n'est pas terminé. La semaine prochaine, nous commençons par Kinshasa et ses problèmes. Et que Dieu nous garde. Merci d'être venus. Le temps qu'on nous a donné, nous l'avons consommé. Eh bien, mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Et si vous avez des suggestions à nous faire, nous sommes ouverts à toutes sortes de critiques. Merci les professeurs d'avoir consacré votre temps. On vous a appris à pied levé. C'est hier même que nous avions demandé si vous pouviez venir. Et voilà, aujourd'hui, vous êtes là avec nous. La réalisation, merci. L'équipe technique, merci. À la prochaine. Namoyo kani bodi sona tebo, kutiwa maeta unite kosi.